Au brunch, ma mère a dit, sans la pitié, personne ne t'aurait invité. J'ai souri en buvant mon café. Le soir même, je suis connecté, j'ai bloqué tous les comptes familiaux et contacté mon notaire pour vendre le chalet. Quelques jours plus tard, mon frère a appelé. Encore et encore. Je n'ai jamais décroché. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une histoire facile à partager, mais je sais, au fond de moi, que beaucoup d'entre vous s'y reconnaîtront, peut-être dans un regard, une phrase, ou un silence trop lourd. Elle commence par une simple phrase, une phrase qui a agi comme un détonateur, faisant exploser des années de frustration accumulées. Au brunch, devant toute ma famille réunie, ma propre mère m'a dit avec un ricanement qui me glace encore le sang, sans la pitié, « Tu crois vraiment que personne ne t'aurait invité ici ?» J'ai souri, j'ai bu une gorgée de mon café devenu froid, mais ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai méticuleusement orchestré la fin de leur monde. J'ai bloqué leurs comptes, un par un. J'ai contacté le notaire pour vendre le chalet familial, leur sanctuaire de souvenirs payé par mes soins. Et puis, j'ai éteint mon téléphone. Leur univers de confort, bâti sur mes sacrifices silencieux, était sur le point de s'effondrer. Et ils ne verraient rien venir. Avant de vous plonger avec moi dans les détails de cette journée qui a tout changé, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quelle région ou de quel pays vous êtes, et quelle heure est-il chez vous en ce moment. C'est fascinant pour moi de voir jusqu'où mes histoires voyagent et comment elles peuvent nous connecter, malgré les distances. Ce fameux dimanche avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Le soleil de Nice était radieux, inondant la promenade des Anglais d'une lumière presque irréelle. Ma tante Isabelle, toujours soucieuse des apparences, avait choisi un restaurant avec vue sur la mer, un de ces endroits hors de prix où les serveurs vous appellent « Madame » et où la carte des vins est plus épaisse qu'un roman. Elle l'avait choisi, non pas pour la qualité de sa cuisine, mais parce que, selon ses propres mots, il est très photogénique pour Instagram. J'étais arrivée la première, comme toujours, vêtue d'une simple robe en lin beige. Simple, propre, discrète. C'était ma stratégie de survie dans cette famille, me fondre dans le décor, devenir presque invisible pour éviter d'être la cible. Moins on attire l'attention, moins on risque les balles perdues. Mais ce jour-là, ma stratégie de camouflage a lamentablement échoué. Ma mère, Martine, est arrivée, majestueuse dans un tailleur pastel qui devait coûter l'équivalent de mon loyer, comme si elle se rendait à un gala de charité et non à un simple déjeuner familial. Mon frère, Léo, a fait son entrée avec 10 minutes de retard, comme à son habitude, riant bruyamment, serrant des mains imaginaires, agissant comme si le monde entier attendait son arrivée. Il était le soleil autour duquel notre petite galaxie familiale était censée tourner. Et moi ? J'étais une lune lointaine, froide, dont on ne remarquait la présence que lorsqu'on avait besoin de sa lumière pour éclairer un chemin sombre. Le malaise s'est installé dès que je me suis assise. Il y avait des cartons nominatifs sur la table, calligraphiés avec soin. Martine, Léo, Isabelle. Mais pas de Chloé. J'ai pris la seule place restante, feignant de ne pas avoir remarqué. Un oubli, sans doute. Ou peut-être un message subtil. Avec ma famille, les messages étaient rarement subtils. Léo m'a dévisagé de haut en bas, un sourire narquois aux lèvres, et a lâché, assez fort pour que la table voisine entende. « Mon Dieu, Chloé, on dirait que tu sors d'une benne de collecte de vêtements de l'armée du salut. » Le silence qui a suivi a été assourdissant. Personne n'a protesté. Personne ne l'a repris. Ma mère a gardé les yeux fixés sur sa coupe de champagne, mais j'ai vu le coin de ses lèvres se relever dans un sourire complice. Ma tante a tout sauté dans sa serviette pour étouffer un rire qu'elle ne cherchait même pas vraiment à cacher. Et moi, j'ai fait ce que j'avais appris à faire depuis l'enfance. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai fait semblant de trouver ça drôle. J'ai joué mon rôle. Pendant des années, j'ai cru que réagir ferait de moi la rabat-joie, la susceptible, celle qui ne sait pas rire. Alors, pour préserver une paix qui n'était en réalité qu'une trêve armée, je ne réagissais pas. J'encaissais. Mais ce jour-là, quelque chose à l'intérieur de moi s'est brisé. Je n'ai pas ressenti la piqûre habituelle de la tristesse, ni la brûlure de l'humiliation. À la place, il y avait un froid.
Un froid polaire, un calme étrange et lucide. Et c'est à ce moment-là, alors que le serveur remplissait mon verre d'eau avec une déférence que ma propre famille ne m'avait jamais accordée, que ma mère a levé sa coupe, a planté son regard dans le mien et a prononcé la phrase. La phrase qui a tout scellé. La phrase qui a mis le feu aux poudres. Sans la pitié, tu crois vraiment que quelqu'un t'aurait invité ici? Sa voix était douce, presque enjouée, ce qui rendait la cruauté de ses mots encore plus tranchante, comme une lame de rasoir enveloppée de velours. Pour faire bonne mesure, tante Isabelle a ajouté, en sirotant son verre avec affectation, c'est une faveur que nous te faisons, pour que tu te sentes importante pour une fois. J'ai continué à sourire, mais mon sourire était devenu un masque de glace. À l'intérieur, un interrupteur venait de basculer dans une position définitive. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas cherché à leur trouver des excuses. Je n'ai pas essayé de me convaincre qu'ils ne le pensaient pas vraiment. J'ai simplement accepté la vérité, nue et brutale. Pour eux, je n'étais pas une membre de la famille à part entière. J'étais une commodité. Un portefeuille sur pattes. Une solution de secours. Et parfois, une source de divertissement facile. Je les ai regardés, tous les trois, si satisfaits d'eux-mêmes, jouant leur rôle à la perfection dans cette comédie malsaine. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le rideau était sur le point de tomber sur leur petite pièce de théâtre. Et j'allais être celle qui couperait les ficelles. Le trajet de retour de Nice à Lyon m'a semblé durer une éternité. J'ai conduit en pilote automatique, les mains crispées sur le volant, le regard fixé sur l'asphalte qui défilait. Je n'ai pas allumé la radio. Le silence dans la voiture était total, mais mon esprit, lui, était en pleine effervescence. Chaque kilomètre qui me séparait d'eux était un pas de plus vers ma libération. Ce n'était pas un silence de défaite ou de tristesse. C'était le calme qui précède une action décisive, une quiétude remplie d'une résolution de faire que je ne me connaissais pas. En arrivant devant mon immeuble à Lyon, j'ai coupé le moteur et je suis restée assise dans le noir pendant plusieurs minutes, regardant la lumière de mon propre appartement, mon sanctuaire. Pour la première fois, il ne représentait pas la solitude, mais la sécurité. Le point de départ de ma nouvelle vie. Une fois à l'intérieur, tout était à sa place, ordonné, propre. Mais cet ordre ne me semblait plus paisible. Il me semblait être le reflet d'une vie mise en pause, une vie vécue en attendant une approbation qui ne viendrait jamais. Ce soir, j'allais appuyer sur « play ». Je n'ai pas perdu une seconde. J'ai posé mon sac, j'ai mis de l'eau à bouillir pour une tisane à la menthe sans sucre, j'avais besoin de clarté, pas de douceur et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le son du démarrage de la machine était comme le premier coup d'une symphonie de vengeance. Mes doigts ont volé sur le clavier, mus par une assurance nouvelle. La première action fut d'ouvrir ma messagerie. J'ai retrouvé l'adresse de Maître Renaud, le notaire qui m'avait aidé il y a plus de 10 ans à sauver le chalet familial. Un homme bon et compétent qui, je me souviens, m'avait regardé avec une certaine pitié à l'époque. J'ai écrit un nouvel email. Le sujet était court, 2 mots seulement, mais il contenait le poids de toute une vie, je suis prête. Je n'ai pas eu besoin d'en dire plus. Nous avions déjà discuté de l'éventualité de vendre le chalet à plusieurs reprises au fil des ans, lors de conversations téléphoniques où je finissais toujours par reculer, par trouver une excuse, ce n'est pas le bon moment, la famille y est trop attachée. Ce soir, le moment était parfait. J'ai cliqué sur « Envoyer » et j'ai ressenti un clic, non seulement celui de la souris, mais un clic à l'intérieur de moi. Une porte venait de se fermer. Ensuite, je me suis attaqué au nerf de la guerre, le compte bancaire commun. Une appellation ironique pour un compte que j'alimentais seul. Je l'avais ouvert à mon nom, avec une carte de crédit associée, pour, soi-disant, faciliter la gestion des dépenses familiales. Quelle naïve j'avais été. C'était devenu leur tirelire personnel, un puissant fond dans lequel ils puisaient sans vergogne et sans jamais rien remettre. J'ai ouvert le portail de la banque en ligne. La liste des utilisateurs autorisés s'est affichée, comme un acte d'accusation, Martine Dubois, ma mère. Léo Dubois, mon frère. Isabelle Dubois, ma tante. Chacun avait sa propre façon de justifier ses dépenses, sa propre petite musique de la manipulation. Ma mère l'utilisait pour ses factures d'électricité et ses courses au supermarché bio, prétextant être trop vieille pour apprendre à utiliser ces nouvelles technologies bancaires en ligne.
Léo, lui, s'en servait pour polir son image. Des vêtements de marque qu'il ne pouvait pas se permettre, des restaurants branchés pour impressionner ses conquêtes, des week-ends luxueux avec sa petite amie du moment, Manon. Il promettait toujours, la main sur le cœur, de me rembourser, dès que sa prime tomberait. La prime, bien sûr, n'est jamais tombée. L'argent non plus. Et moi, paralysée par la peur du conflit, je n'ai jamais osé le réclamer. Tante Isabelle était plus discrète, mais ses commandes régulières sur Amazon, toujours livrées directement au chalet pour ne pas encombrer son petit appartement à Paris, s'additionnaient pour former une somme coquette à la fin de l'année. Sa phrase fétiche, envoyée par SMS, « Je te ferai un virement plus tard, ma chérie ». Le virement n'arrivait jamais. Au début, j'avais essayé. J'avais tenu des comptes scrupuleux sur un tableau Excel. J'avais envoyé des captures d'écran des relevés sur notre groupe de discussion familiale, avec des messages polis, petit rappel des dépenses communes ce mois-ci, émoticône, sourire. Mes messages restaient sans réponse, perdus dans un flot de photos de vacances et de blagues sans intérêt. Alors, j'ai arrêté. J'ai compris qu'ils n'oubliaient pas de me rembourser. Ils estimaient simplement que c'était mon dû. J'étais là, stable, la célibataire de 35 ans sans enfant, avec un bon travail de comptable judiciaire. Dans leur logique tordue, il était de mon devoir de subvenir à leurs besoins et à leurs caprices. Un par un, j'ai cliqué sur leur nom. Martine Dubois, révoquer l'accès. Le système a affiché une fenêtre de confirmation, comme pour me donner une dernière chance de reculer. Êtes-vous sûr, de vouloir retirer l'autorisation de cet utilisateur? J'ai cliqué sur « Oui », sans la moindre hésitation. Léo Dubois, révoquer l'accès. Oui. Isabelle Dubois, révoquer l'accès. Oui. Mes mains ne tremblaient pas. C'était une procédure froide, clinique. C'était comme faire le ménage dans une pièce que j'avais trop longtemps laissée en désordre, envahie par la poussière de leurs attentes et les toiles d'araignée de mes obligations auto-imposées. C'était une libération. Le premier fil, le plus visible, était coupé. Il était maintenant temps de s'attaquer au nœud gordien, le chalet. Après avoir démantelé leur système de financement direct, mon regard s'est tourné vers l'écran de mon ordinateur, où un autre dossier attendait son heure. Il était sobrement intitulé « Chalet Annecy ». Pour eux, ce chalet était le cœur battant de notre famille, le théâtre de nos plus beaux souvenirs. Les barbecues interminables en été, les rires des enfants qui couraient dans l'herbe fraîchement coupée, les soirées au coin du feu en hiver, avec l'odeur du vin chaud et du bois qui crépite. Ils l'appelaient « notre chalet familial », une propriété partagée, un héritage sentimental. Mais la vérité, une vérité qu'ils avaient convenablement oubliée, c'est que le seul nom sur l'acte de propriété, sur le prêt bancaire, sur chaque facture et chaque taxe, était le mien, Chloé Dubois. Mon esprit a fait un bond en arrière, jusqu'à ce jour fatidique de 2009. J'avais à peine 20 ans, je venais de décrocher mon premier vrai contrat de travail après mes études. Mon père, avant de nous quitter quelques années plus tôt, avait laissé derrière lui un tourbillon de dettes mal gérées. Le chalet, qu'il avait construit de ses propres mains et qu'il aimait plus que tout, était sur le point d'être saisi par la banque. Je me souviens de la panique dans les yeux de ma mère, des colères impuissantes de mon frère Léo. Leur situation financière était précaire, leur dossier de crédit inexistant. J'étais la seule à avoir un dossier impeccable, un salaire stable, une promesse d'avenir. Tous les regards se sont tournés vers moi. On ne m'a pas demandé. On m'a supplié. J'ai cédé. J'ai signé les papiers. J'ai repris le prêt à mon nom. J'ai sauvé leur précieux chalet de la saisie. Je n'ai pas eu de remerciements, pas de reconnaissance formelle. Juste un immense soupir de soulagement collectif et cette phrase, lâchée par ma mère avec une légèreté déconcertante, « C'est bien. On a pu le garder. » Comme si c'était une évidence. Comme si mon sacrifice, l'endettement sur 20 ans d'une jeune femme qui commençait à peine sa vie, était la chose la plus normale du monde. À partir de ce jour, je suis devenue la gardienne invisible du temple. Depuis plus d'une décennie, chaque dépense liée à ce chalet sortait directement de ma poche. La taxe foncière, une somme qui me faisait grimacer chaque automne. L'assurance habitation multirisque. Les factures d'électricité, qui grimpaient en flèche chaque hiver parce qu'ils oubliaient toujours d'éteindre les radiateurs en partant.
Les factures d'eau, d'Internet. Les frais d'entretien du jardin, car aucun d'eux n'aurait levé le petit doigt pour tondre la pelouse. Et les réparations imprévues, qui semblaient toujours tomber au pire moment. Je me souviens encore de cette fois où j'ai dû conduire 4 heures depuis Lyon, sous une pluie battante un samedi matin, parce qu'une canalisation avait gelé et que personne d'autre ne voulait gâcher son week-end pour s'en occuper. Je payais tout cela avec la même régularité que je payais le loyer de mon propre appartement. Eux, ils ne demandaient jamais. Ils venaient, ils profitaient. Ils arrivaient comme s'ils étaient chez eux, ce qui, d'une certaine manière, était vrai, puisqu'ils ne payaient jamais rien. Ils laissaient les poubelles pleines sur la terrasse, le réfrigérateur vide de tout sauf de quelques fonds de bouteilles, et les lits défaits. Une fois, j'ai découvert par une voisine furieuse que Léo avait prêté le chalet à une dizaine de ses amis pour un week-end d'enterrement de vie de garçon, sans même prendre la peine de me prévenir. Je l'ai su en recevant une plainte officielle de la gendarmerie pour tapage nocturne et dégradation. J'ai dû payer une amende. Léo ne m'a jamais remboursé. J'ai ouvert mon logiciel de gestion de budget, un outil professionnel que j'utilisais aussi pour ma vie personnelle. J'avais une catégorie dédiée, chalet. Ligne après ligne, année après année, les chiffres défilaient. L'électricité, l'eau, le gaz, l'assurance, le jardinier, la femme de ménage que j'engageais discrètement avant et après chaque saison estivale pour qu'il trouve toujours un lieu impeccable. Des milliers d'euros chaque année. Des dizaines de milliers d'euros sur une décennie. En regardant ces chiffres, pour la première fois, je n'ai pas vu un investissement immobilier. J'ai vu le prix de mon silence. Le coût de mon besoin désespéré d'être accepté. Le tarif de la paix familiale. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai commencé le travail de démolition. Un par un, j'ai accédé au portail en ligne de chaque fournisseur de services. EDF, Veolia, Orange. J'ai cliqué sur « Résilier le contrat ». J'ai annulé tous les prélèvements automatiques. Je savais que le chalet ne s'effondrerait pas du jour au lendemain. Mais dans quelques semaines, le système commencerait à s'arrêter. Le courant serait coupé. L'eau cesserait de couler. La compagnie d'assurance enverrait des lettres de mise en demeure. Et la prochaine fois que l'un d'eux déciderait de s'y rendre pour un week-end improvisé, il trouverait une maison sombre, froide, silencieuse, avec une pelouse envahie par les mauvaises herbes. Il ne se souvenait jamais de la personne qui maintenait discrètement la lumière allumée, jusqu'à ce que cette personne décide de tout éteindre. Pendant des années, j'ai tout donné sans jamais rien recevoir en retour. Dites-moi dans les commentaires, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué à payer pour maintenir cette fausse paix familiale, ou auriez-vous tout arrêté, comme moi? J'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez, car pendant longtemps, j'ai cru que j'étais la seule à vivre ça. Le chalet était leur terrain de jeu, mais c'était moi qui payais l'entrée. Ce soir-là, j'ai décidé de fermer le parc d'attractions pour de bon. Les 14 jours qui ont suivi ma nuit de rébellion silencieuse ont été d'un calme presque assourdissant. C'était un silence lourd, tendu, plein d'une anticipation qui me nouait l'estomac. Chaque vibration de mon téléphone me faisait sursauter. Je n'ai pas compté les jours, mais je me souviens parfaitement du matin où le premier domino est tombé. C'était un samedi. Je prenais mon café en pyjama, savourant la tranquillité de mon appartement, quand mon téléphone a vibré sur la table. Un message de Léo. Je n'ai même pas eu besoin de lire son nom. Le style était inimitable. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ». Juste une phrase, sèche, agressive et autoritaire, « ma carte ne marche pas ». C'est quoi ce bordel? D'après ses dernières publications sur Instagram, il était en week-end à Chamonix avec Manon et une bande d'amis, un de ces séjours luxueux où les photos de fondue savoyarde et de descente à ski s'enchaînent. J'ai immédiatement imaginé la scène, lui, au bar d'un restaurant d'altitude, essayant de payer une tournée générale pour impressionner la galerie, et la carte qui affiche ce message humiliant, paiement refusé. La blessure narcissique devait être immense. J'ai regardé son message, j'ai posé mon téléphone sur la table, et je n'ai pas répondu. J'ai continué à boire mon café, lentement. 10 minutes plus tard, une autre notification, plus paniquée cette fois. Je suis au milieu de nulle part. Ne me dis pas que tu as coupé la carte. Réponds. Puis les appels ont commencé. 3 d'affilée.
La sonnerie stridente brisait le calme de mon matin. J'ai laissé sonner, regardant son nom s'afficher encore et encore. La 4e fois, j'ai simplement fait glisser mon doigt sur l'écran et j'ai éteint mon téléphone. Non pas par colère, mais par un profond sentiment d'épuisement. J'avais entendu cette voix paniquée et exigeante trop de fois dans ma vie. C'était fini. Plus jamais je ne serais son plan de secours. Dans l'après-midi, après avoir allumé mon téléphone, ce fut le tour de ma mère. Sa méthode était différente, plus insidieuse. Elle a commencé par une approche faussement posée, une série de messages espacés pour ne pas paraître trop insistante. Le premier, « Bonjour ma chérie, j'espère que tu vas bien. J'ai un petit souci, le courant a été coupé chez moi. Je pense qu'il y a un problème avec le système de paiement automatique. » 20 minutes plus tard, le deuxième, l'application de la banque indique que le prélèvement a été rejeté. Je ne comprends pas du tout comment régler ça, tu sais bien que je suis nulle avec ces choses-là. Et enfin, le coup de grâce, la phrase que j'attendais, la phrase qui a défini notre relation mère-fille pendant 20 ans, peux-tu regarder pour moi, ma chérie ? Ma chérie. Ce terme d'affection qu'elle ne dégainait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. J'ai relu son message, et j'ai ressenti une tristesse infinie. Autrefois, j'aurais sauté sur mon téléphone, j'aurais passé 1 heure à contacter le service client d'EDF, à régler son problème, à la rassurer. J'aurais été sa solution. Mais la Chloé qui faisait ça était morte à Nice, dans ce restaurant trop cher, sous le poids de ses mots cruels. Cette fois, je n'étais plus celle qui regarde pour elle. J'ai retourné mon téléphone, face contre la table, et je me suis servi un grand verre d'eau, comme pour éteindre un feu intérieur. Le lendemain, le groupe de discussion familiale sur WhatsApp, qui était resté silencieux depuis des mois, s'est soudainement réveillé. C'est ma tante Isabelle qui a allumé la mèche. Elle avait apparemment décidé de passer quelques jours au chalet d'Annecy pour se ressourcer et fuir la chaleur parisienne. Elle a posté une photo de la façade de la maison. Le portail était envahi de mauvaises herbes, le gazon n'avait pas été tondu depuis des semaines, et le lierre commençait à grimper agressivement sur le volet d'une fenêtre. La photo était accompagnée d'un message qui m'était directement adressé, ignorant superbement tous les autres membres du groupe. @Chloé, il se passe quelque chose ? La maison a l'air complètement abandonnée. J'ai essayé d'ouvrir les volets, mais il n'y a pas d'électricité. Mon père, qui restait habituellement en retrait de ces drames, est alors intervenu, ajoutant une couche de gravité à la situation. La compagnie d'assurance m'a appelé sur mon portable. Ils disent que le contrat a expiré car le dernier paiement a été rejeté. Le chalet n'est plus assuré et est maintenant considéré comme à haut risque. Chloé, tu devrais vérifier ça immédiatement. Je lisais leurs messages, les uns après les autres, avec une distance nouvelle, comme si je regardais un film dont je connaissais déjà la fin. Ils ne demandaient pas si j'allais bien. Ils ne se demandaient pas pourquoi, après 15 ans de loyaux et silencieux services, j'avais soudainement tout arrêté. Non. Ils ne voyaient que les conséquences, les désagréments, les problèmes qui perturbaient leur petit confort. Ils commençaient à peine à sentir le vide que j'avais laissé. Un vide fonctionnel. Un vide financier. Leurs messages étaient comme des échos d'un monde auquel je n'appartenais plus. Ils pensaient que c'était le début de la fin, mais le pire pour eux n'était pas encore arrivé. Loin de là. Je pensais avoir atteint le sommet de leur égoïsme et de leur aveuglement, mais j'avais tort. J'avais sous-estimé jusqu'où mon frère était capable d'aller. L'incident qui a suivi a fait basculer la situation d'un drame familial sordide à quelque chose de bien plus grave, de bien plus sombre. Quelques jours après le déluge de messages sur le groupe familial, alors que j'essayais de trouver un semblant de normalité et de me concentrer sur un dossier complexe au travail, j'ai reçu un email qui m'a glacé le sang jusqu'à la moelle. L'objet était écrit en lettres capitales rouges, alerte DE sécurité, tentative de connexion suspecte à votre compte personnel. Ce n'était pas le compte joint. C'était un email automatique de ma banque personnelle, celle où je recevais mon salaire, où je gardais mes économies, le fruit de mon travail acharné. Le message était clair et précis, quelqu'un, depuis une adresse IP localisée près de Chamonix, avait essayé de se connecter à mon compte en ligne à plusieurs reprises au cours des dernières 48 heures, en utilisant des informations de connexion incorrectes. Par mesure de sécurité, l'accès à mon compte avait été temporairement bloqué.
Mon cœur s'est mis à battre la chamade, une panique froide m'a envahi. Chamonix. Il n'y avait qu'une seule personne que je connaissais qui se trouvait à Chamonix. Léo. Mon esprit a immédiatement fait le lien. Je me suis souvenu, avec une clarté effrayante, d'une fois, il y a peut-être 5 ou 6 ans. Il était dans une situation financière désespérée, une histoire de dette de jeu, et il avait besoin que je lui fasse un virement de plusieurs milliers d'euros en urgence. J'étais en déplacement professionnel, coincé en réunion. Dans un moment de faiblesse extrême, de pitié et de confiance mal placée, je lui avais donné mes identifiants de l'époque pour qu'il puisse faire le virement lui-même. J'avais bien sûr tout changé depuis, les mots de passe, les questions secrètes. Mais il avait visiblement gardé ces informations en mémoire, et dans sa panique et son arrogance, il avait tenté sa chance, espérant que je sois assez négligente pour ne pas les avoir modifiées. La nausée m'a envahi. Ce n'était plus de la manipulation financière. Ce n'était plus de l'exploitation émotionnelle. C'était une tentative de violation de ma vie privée, de mon espace le plus intime. C'était, purement et simplement, une tentative de vol. Il n'avait pas seulement essayé de puiser dans un portefeuille familial qui n'existait plus, il avait essayé de forcer la porte de ma propre maison financière. La colère qui montait en moi était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas une colère chaude et explosive, qui s'évanouit aussi vite qu'elle est venue. C'était une rage froide, précise, calculatrice. Léo n'avait pas seulement prouvé qu'il était un enfant gâté irresponsable et égoïste. Il avait prouvé qu'il était malhonnête, et potentiellement dangereux. Il venait de franchir une ligne rouge que je ne soupçonnais même pas qu'il puisse exister entre un frère et une sœur. Pendant ce temps, sur le groupe WhatsApp, la cacophonie continuait. Ma mère se plaignait de ne pas pouvoir payer ses courses chez le traiteur. Ma tante se lamentait de ne pas pouvoir ouvrir les volets électriques du chalet, désormais plongé dans une obscurité permanente. Il continuait à m'envoyer des messages, un mélange de plus en plus désespéré de supplications et d'ordres déguisés. Chloé, répond, c'est vraiment urgent maintenant. Chloé, on a besoin de toi, tu ne peux pas nous laisser comme ça. On a besoin de toi. Cette phrase, que j'avais tant espéré entendre dans un contexte d'amour et de soutien, résonnait maintenant dans ma tête avec une tonalité sinistre. Ils n'avaient pas besoin de moi, Chloé, leur sœur, leur fille, leur nièce. Ils avaient besoin de ma fonction. Ils avaient besoin de mon compte en banque, de ma fiabilité sans faille, de ma capacité à résoudre les problèmes qu'ils créaient eux-mêmes par leur propre incurie. J'ai pris une capture d'écran de l'alerte de sécurité de ma banque. Je ne l'ai envoyée à personne. Je l'ai simplement enregistrée dans un dossier sécurisé sur mon bureau d'ordinateur, à côté de l'acte de propriété du chalet et des relevés de dépenses des 10 dernières années. Les preuves s'accumulaient. Je n'étais plus la victime silencieuse et passive. J'étais en train de construire mon dossier, pièce par pièce. Léo, dans sa stupidité et son arrogance, venait de me donner, sans le savoir, l'arme nucléaire dont j'avais besoin pour mettre fin à cette guerre, une bonne fois pour toutes. Et j'allais m'en servir, sans le moindre scrupule. 2 jours plus tard, alors que la tension était à son comble, on a sonné à ma porte. Il était presque 9 heures du soir, et je n'attendais personne. Mon cœur s'est emballé. J'ai avancé à pas de loup dans le couloir et j'ai regardé par le Judas. Mon estomac s'est noué. C'était Léo. Il n'avait pas l'air du Golden Boy triomphant qu'il s'efforçait d'afficher sur les réseaux sociaux. Ses cheveux habituellement impeccables étaient en désordre, il portait un sweat à capuche gris délavé et des cernes profonds creusaient ses yeux. Il avait l'air fatigué, et pour la première fois, vaincu. Il tenait un pack de bière bon marché à la main, l'offrande de paix universelle de l'homme qui ne sait pas comment prononcer le mot « pardon ». J'ai hésité, puis j'ai pris une grande inspiration. Je devais lui faire face. J'ai ouvert la porte, mais je suis resté sur le seuil, mon corps barrant le passage. Je ne suis pas venu pour me battre, a-t-il commencé d'une voix plus basse que d'habitude, une voix qui avait perdu son arrogance habituelle. Je sais que tu es en colère, Chloé, mais on est frères et sœurs, non? On ne peut pas juste s'asseoir et parler comme des adultes? Tu n'étais pas obligé de tout couper comme ça, sans prévenir. Parler, ai-je répondu, et ma propre voix m'a surprise par son calme glacial. De quoi veux-tu parler, Léo?
Les frères ne traitent pas leurs sœurs comme des distributeurs automatiques. Depuis plus de 10 ans, chaque conversation que nous avons eue s'est terminée par la même phrase de ta part. Tu peux me dépanner? Alors dis-moi, de quoi reste-t-il à parler? Il a cligné des yeux, visiblement décontenancé. Il cherchait l'ancienne Chloé, celle qu'il pouvait facilement amadouer avec quelques mots doux, celle qu'il pouvait culpabiliser en invoquant les liens du sang, celle qu'il pouvait faire taire en la traitant de susceptible. Mais cette Chloé n'était plus là. Elle avait été remplacée par une femme qui le regardait sans haine, mais sans amour non plus. Juste avec une clarté froide et factuelle. Et puis, ai-je continué, en le regardant droit dans les yeux, sans ciller, les frères n'essaient pas de pirater les comptes en banque personnels de leur sœur. Son visage a changé instantanément. La fausse sollicitude a disparu, remplacée par un masque de fureur et d'indignation outrée. C'était sa meilleure défense, l'attaque. De quoi tu parles? C'est n'importe quoi. Je n'ai jamais fait ça. Comment peux-tu penser une chose pareille de moi? Tu deviens complètement paranoïaque. Il était un piètre acteur. Sa nervosité le trahissait. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas sorti ma preuve. Je l'ai simplement laissé s'empêtrer dans son propre mensonge, en soutenant son regard. Le silence est devenu insoutenable pour lui. Voyant qu'il n'obtiendrait rien, ni argent, ni accès, ni même une réaction émotionnelle de ma part, il a pivoté sur ses talons. Tu sais quoi? T'es complètement folle. C'est toi qui détruis cette famille, pas nous, a-t-il craché avant de descendre les escaliers en trombe, manquant de trébucher. J'ai refermé la porte, le cœur battant à tout rompre, mais sans l'ombre d'un regret. La vraie confrontation, cependant, n'était pas terminée. Elle a eu lieu numériquement, plus tard dans la soirée, et elle a été bien plus dévastatrice pour lui. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Une avalanche de messages haineux de Léo. Des insultes, des reproches, des accusations. Il me traitait d'égoïste, de sans-cœur, de monstre. Et puis, au milieu de ce torrent de rage, il a commis une erreur. Une erreur monumentale, née de sa fureur incontrôlée. Il a dû faire une mauvaise manipulation, car il m'a transféré une capture d'écran de sa conversation récente avec Manon, sa petite amie. Je suppose qu'il voulait me transférer un message où elle se plaignait de ne pas pouvoir partir en week-end, pour me montrer à quel point je lui avais gâché la vie. Mais il a transféré la mauvaise partie de la conversation. Le message était là, en noir et blanc, sur l'écran de mon téléphone. Manon lui demandait, visiblement après une dispute, « Mais ce chalet, il est vraiment à toi? Tu m'as toujours dit que c'était toi qui gérais tout. » Et la réponse de Léo, cette réponse qui allait tout changer, était une bombe atomique. Bien sûr que le chalet n'est pas à mon nom, c'est celui de Chloé, mais elle ne dira rien. Elle est faible. Elle ne fait jamais rien. J'ai relu la phrase 10 fois. Elle est faible. Elle ne fait jamais rien. C'était donc ça. C'était ce qu'il pensait vraiment de moi. Pas sa sœur qu'il avait soutenue toute sa vie. Juste un paillasson docile, fiable et faible. Il venait de me livrer, sur un plateau d'argent, la preuve irréfutable de ses années de mensonges, de sa manipulation et de son mépris le plus total. La conversation ne s'arrêtait pas là. Et ce que Manon lui avait répondu juste après allait sceller son destin. Je suis resté figé, le souffle coupé, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone. Cette capture d'écran, envoyée par erreur par un Léo aveuglé par la rage, était plus révélatrice que des années de thérapie familiale. Après sa phrase d'un mépris absolu, elle est faible. Elle ne fait jamais rien. La réponse de Manon était juste en dessous. Elle était courte, nette, et d'une clarté dévastatrice. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ment comme ça, et qui parle de sa propre sœur de cette façon. C'est méprisable. C'est fini, Léo. Le silence dans mon appartement était total, mais dans ma tête, c'était une explosion. Non seulement elle l'avait quitté, mais elle l'avait quitté pour les bonnes raisons. Pas à cause de l'argent ou des week-ends annulés. Mais à cause de son manque d'intégrité, de sa malhonnêteté, de sa cruauté envers moi. Une vague d'émotions incroyablement complexes m'a submergée. Il n'y avait pas de joie malsaine, pas de sentiment de triomphe. Juste une profonde et douloureuse validation. Quelqu'un, enfin, voyait la vérité. Quelqu'un voyait Léo pour ce qu'il était vraiment,
un manipulateur narcissique caché derrière une façade de charmeur. Et cette personne n'était même pas de ma famille. C'était une quasi-inconnue, une femme que j'avais croisée à peine une demi-douzaine de fois. Alors que j'étais encore en train d'essayer de digérer l'information, mon téléphone a vibré à nouveau. Un message d'un numéro que je ne connaissais pas. Mon cœur a fait un bond, craignant une nouvelle attaque de Léo depuis un autre téléphone. Mais le message était différent. Chloé, c'est Manon. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Je sais que ça ne me regarde pas, mais je tenais à te le dire personnellement. J'ai été stupide de le croire quand il se vantait du chalet familial et de la façon dont il gérait tout pour tout le monde. Il m'a menti, sur ça comme sur beaucoup d'autres choses. Mais surtout, il t'a utilisé d'une manière honteuse. Je voulais juste que tu saches que je vois clair dans son jeu maintenant. Vous méritez bien mieux que ça. Il ne vous mérite pas, et votre famille non plus. J'ai lu et relu son message, les larmes brouillant ma vue. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'un soulagement si intense qu'il en était presque douloureux. Pendant 35 ans, j'avais attendu une forme de reconnaissance de la part de ma propre mère, de mon propre frère. J'avais attendu qu'ils voient mes efforts, mes sacrifices silencieux. J'avais attendu un simple « merci », on apprécie ce que tu fais pour nous. Et ce « merci », cette validation, est venue de la petite amie de mon frère, une femme qui ne me devait absolument rien. Son message était un baume sur une blessure ouverte depuis l'enfance. Il ne changeait rien à la trahison de ma famille, mais il me prouvait une chose essentielle, je n'étais pas folle. Mon ressenti était légitime. Ma douleur était réelle. Cette validation, venant d'une personne extérieure et objective, a solidifié ma résolution comme jamais auparavant. C'était la dernière pièce du puzzle. Si une étrangère pouvait voir la vérité si clairement après seulement quelques mois de relation avec Léo, pourquoi avais-je passé 35 ans à l'ignorer, à me trouver des excuses, à accepter l'inacceptable? C'est une question que beaucoup d'entre nous, les gentils, les conciliants, ceux qui ont peur du conflit, se posent. Si vous aussi, vous avez déjà ressenti ce décalage terrible entre ce que vous vivez et ce que votre entourage vous renvoie, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes simplement lucide, et parfois, la lucidité fait mal. J'ai pris le temps de répondre à Manon. Un message court, mais sincère. Merci beaucoup, Manon. Ton message signifie énormément pour moi, plus que tu ne peux l'imaginer. Je te souhaite sincèrement le meilleur pour la suite. Je ne voulais pas la mêler davantage à mes problèmes familiaux. Elle avait fait son choix, elle s'était libérée de l'emprise de Léo. C'était maintenant à mon tour de finaliser ma propre libération. La preuve que Léo m'avait si stupidement fournie était la pièce maîtresse que j'allais présenter à Maître Renaud. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec lui. Et cette fois, je n'avais plus aucune hésitation, plus aucun doute. J'avais des faits, des preuves, et une détermination nouvelle, forgée dans le feu de la trahison mais solidifiée par un acte de bonté inattendu. La faible Chloé, celle qui ne faisait jamais rien, était morte et enterrée. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau feutré de Maître Renaud avec une assurance que je ne m'étais jamais connue. Fini la jeune femme timide et dépassée par les événements qu'il avait connus 10 ans plus tôt. Aujourd'hui, j'étais une cliente, une femme de 35 ans qui savait exactement ce qu'elle voulait et pourquoi elle le voulait. J'ai posé mon dossier sur la table en acajou massif qui nous séparait. Il contenait tout. L'acte de propriété original du chalet. Une clé USB contenant les scans méticuleusement organisés de plus de 10 ans de factures, de relevés bancaires et de déclarations de taxes foncières, prouvant sans l'ombre d'un doute que j'avais assumé seule la totalité des charges. Et enfin, la pièce maîtresse, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la capture d'écran de la conversation entre Léo et Manon, ainsi que l'alerte de sécurité de ma banque. Maître Renaud, un homme d'une 50aine d'années à l'air bienveillant mais rigoureux, a tout examiné en silence. Il a lu les documents, a parcouru les chiffres sur la clé USB, et ses sourcils se sont froncés de plus en plus. Quand il a lu le message de Léo, elle est faible. Elle ne fait jamais rien. Il a levé les yeux vers moi, et son expression était un mélange de pitié professionnelle et de respect sincère. Mademoiselle Dubois, a-t-il dit d'une voix posée, mais ferme, la situation est on ne peut plus claire. D'un point de vue légal,
ce chalet vous appartient à 100%, sans aucune contestation possible. Et d'un point de vue moral, il semble que vous ayez déjà payé son prix plusieurs fois. Mettez-le en vente immédiatement, maître, ai-je dit, ma voix ne tremblant pas, je veux une vente discrète pour commencer, pas d'annonce publique sur les grands portails immobiliers. Je veux éviter un scandale. Et surtout, la condition la plus importante, aucune communication, sous aucun prétexte, avec les autres membres de ma famille. Toutes les correspondances, toutes les offres, passeront exclusivement par vous. Ils ne doivent rien savoir avant que la vente ne soit finalisée. Il a hoché la tête, comprenant parfaitement la situation. Ce sera fait exactement selon vos souhaits. Considérez-moi comme un rempart. En sortant de son cabinet, sous le soleil matinal de Lyon, j'ai senti un poids immense, un poids que je portais depuis mon adolescence, se soulever de mes épaules. La décision était prise. Le processus était irréversiblement enclenché. Mais il restait un dernier acte à accomplir. Un acte qui n'était pas pour eux, mais pour moi. Un acte pour clore ce chapitre si proprement qu'aucune page ne pourrait jamais être rouverte ou contestée. En rentrant chez moi, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai fait quelques calculs. J'ai regardé les estimations de vente prudente que maître Renaud m'avait données. Même après avoir remboursé le capital restant du prêt, la somme nette serait considérable. J'ai réfléchi longtemps, une tasse de thé à la main. Je ne leur devais rien. Absolument rien. Chaque centime de ce chalet m'appartenait légalement et moralement. Mais je les connaissais. Je savais qu'ils se poseraient en victimes, qu'ils crieraient à l'injustice, qu'ils essaieraient de ternir ma réputation. Je ne voulais pas leur laisser cette satisfaction. Je ne voulais pas qu'ils aient la moindre prise sur moi, pas même une plainte imaginaire ou un sentiment d'injustice qu'ils pourraient ressasser pendant des années. J'ai pris ma décision. J'ai ouvert le site de ma banque et j'ai effectué un virement de 20 000 € sur le compte joint de mes parents. Dans le libellé de la transaction, je n'ai écrit aucun message, aucune explication. Juste 3 mots, par chalet Annecy. C'était une somme arbitraire, mais significative. C'était leur part du chalet familial. Une part qu'ils n'avaient jamais méritée, mais qui les priverait de toute munition future. C'était le prix de ma liberté totale, le prix de mon silence futur, et je le payais volontiers. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire bien plus tôt. J'ai appelé ma meilleure amie, Sophie. C'était la première personne à qui je racontais toute l'histoire, du début à la fin, sans rien omettre. Elle m'a écouté sans m'interrompre pendant près d'1 heure, ne laissant échapper que quelques soupirs d'indignation. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis elle a simplement dit, avec une tendresse infinie dans la voix, « Il était temps, Chloé. Il était grand temps que tu te choisisses. » Ces quelques mots, si simples, si justes, m'ont touché en plein cœur. Elle avait raison. Toute ma vie, j'avais choisi les autres. Leur confort, leur bonheur, leur tranquillité d'esprit. Toujours au détriment du mien. L'argent était envoyé. Le chalet était en vente. Les ponts étaient non seulement brûlés, mais leurs cendres étaient désormais dispersées au vent. Une nouvelle vie m'attendait, et pour la première fois, j'avais hâte de découvrir à quel point le silence pouvait être beau et apaisant. 3 mois plus tard, la vente du chalet était finalisée. Maître Renaud avait été d'une efficacité et d'une discrétion remarquables. J'ai signé les derniers documents dans son bureau, un simple paraphe au bas d'une page qui a mis fin à 15 ans d'obligations toxiques. Je n'y suis jamais retourné. Je n'en ai pas eu besoin. Les quelques bons souvenirs que j'avais de cet endroit étaient en moi, pas entre ces murs qui avaient été témoins de tant de manipulations silencieuses. Avec l'argent de la vente et mes économies, j'ai pris la décision la plus radicale et la plus libératrice de ma vie. J'ai démissionné de mon travail à Lyon, un poste stable et bien payé mais qui ne me passionnait plus. J'ai rendu les clés de mon appartement. Et j'ai déménagé. J'ai trouvé une petite maison avec un jardin à Aix-en-Provence, une ville dont j'avais toujours rêvé. Un endroit où la lumière est différente, où le soleil est plus doux, et où le temps semble s'écouler à un rythme plus humain. Les premières semaines ont été une expérience étrange, presque déstabilisante. J'étais tellement habituée au bruit de fond constant de ma famille, à ce chaos permanent qui occupait mon espace mental. Les appels d'urgence de Léo, les messages passifs-agressifs de ma mère, les demandes déguisées de ma tante,
la pression constante de devoir anticiper leurs besoins et leurs crises. Et soudain, plus rien. Le silence. Un silence total, absolu. Aucun appel de ma mère pour prendre des nouvelles après avoir reçu 20 000 €. Aucun message de Léo pour s'excuser ou pour m'insulter davantage. Aucune photo de ma tante sur le groupe WhatsApp, qui était devenu un cimetière numérique. Ils avaient disparu de ma vie aussi soudainement et complètement que j'avais disparu de la leur. Au début, ce silence m'a angoissée. C'était le vide de l'abandon, un sentiment que je connaissais bien. Mon cerveau, conditionné par des années de drame, continuait d'anticiper la prochaine crise. Et si j'avais fait une erreur? Et si être seul était finalement pire que d'être mal accompagné? La solitude que j'avais choisie était-elle préférable à la compagnie que j'avais subie? Mais petit à petit, jour après jour, j'ai appris à apprivoiser ce silence. J'ai réalisé qu'il n'était pas vide, mais qu'il était plein de possibilités. C'était l'espace dont j'avais besoin pour enfin entendre mes propres pensées, pour redécouvrir mes propres désirs, étouffés depuis si longtemps. J'ai commencé à remplir ce silence avec des choses qui me faisaient du bien, à moi, et à personne d'autre. Le bruit de ma machine à café le matin, un rituel que je savourais. Le chant des oiseaux dans le petit jardin que j'apprenais à cultiver. La musique classique que j'écoutais en cuisinant, juste pour le plaisir, sans me soucier de savoir si quelqu'un d'autre aimait. Je me suis inscrite à un cours de poterie, un rêve d'enfant que j'avais toujours mis de côté. J'ai passé des après-midi entiers à lire dans un café sur le cours Mirabeau, sans regarder mon téléphone toutes les 5 minutes. Je n'attendais plus d'appel au secours. Je n'étais plus la secouriste de service pour une famille de naufragés volontaires. Je reconstruisais ma vie, brique par brique. Une vie qui n'était définie par personne d'autre que moi. Je ne me réveillais plus avec cette boule au ventre, cette anxiété diffuse en me demandant quelle nouvelle crise j'allais devoir gérer aujourd'hui. Mes finances étaient saines et entièrement sous mon contrôle. Mon esprit était clair. Je me sentais plus légère, physiquement plus légère, comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres pendant des années sans même m'en rendre compte, et que je venais enfin de le poser au bord du chemin. Un après-midi, en relevant mon courrier, j'ai trouvé une carte postale qui n'était pas dans la boîte aux lettres, mais glissée sous ma porte. Pas d'enveloppe, pas de timbre. Quelqu'un l'avait déposée là, en personne. La photo représentait le lac d'Annecy au coucher du soleil, une image d'une beauté poignante. Mon cœur s'est serré. J'ai retourné la carte. Il n'y avait qu'une seule phrase, écrite d'une écriture soignée mais que je ne reconnaissais pas, nous aurions dû faire mieux. Tu méritais mieux. Pas de signature. Qui était-ce? Ma mère, dans un rare et improbable moment de lucidité et de remords? Mon père, depuis l'au-delà? Ma tante? Je ne le saurais probablement jamais. Et étrangement, ça n'avait pas d'importance. J'ai tenu cette carte dans mes mains pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai juste ressenti une forme de paix, de conclusion. Je n'avais pas besoin de leurs excuses pour guérir. J'avais guéri toute seule. Cette carte n'était pas une fin, mais une confirmation. La confirmation que la porte que j'avais fermée était la bonne. Et que je n'allais jamais, jamais la rouvrir. Mon histoire, ou du moins ce chapitre tumultueux de mon histoire, est terminé. Aujourd'hui, je suis assise à ma table de cuisine, ici, à Aix-en-Provence. Le soleil de fin d'après-midi filtre à travers la fenêtre et dessine des ombres douces sur le mur. Une tasse de thé à la verveine fume à côté de moi. Et pour la première fois depuis que je suis une femme adulte, je me sens profondément, entièrement en paix. Je ne suis plus définie par mon utilité pour les autres, par ma capacité à résoudre leurs problèmes ou à financer leurs désirs. Je suis définie par ce qui me rend heureuse, moi. Par le plaisir de sentir la terre sous mes ongles après une heure de jardinage, par la joie de réussir une nouvelle recette, par le simple luxe de lire un livre en silence. Le chemin pour arriver jusqu'ici a été long, solitaire et souvent douloureux, mais je peux vous le dire aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, chaque étape, chaque larme, chaque décision difficile en valait la peine. Aujourd'hui, je comprends que la vraie liberté, ce n'est pas de ne dépendre de personne. C'est de ne plus laisser personne dépendre de vous de manière toxique. C'est de tracer une ligne claire entre la gentillesse et la servitude, entre l'amour et l'obligation. Et vous?
Mon histoire est terminée, mais peut-être que la vôtre ne fait que commencer. Peut-être que vous êtes en plein milieu du chaos, en train de vous demander si vous êtes fou ou folle, ou si c'est le monde autour de vous qui a perdu la tête. Alors je vous pose la question directement. Avez-vous déjà été la personne qui porte tout sur ses épaules? La personne ressource, le pilier, le roc sur lequel tout le monde s'appuie, sans jamais se demander si le roc ne risque pas de se fissurer? Vous a-t-on déjà qualifié d'égoïste, de froid, ou de beaucoup trop sensible, simplement parce que vous avez osé exprimer un besoin, poser une limite, ou dire ce mot si simple et si difficile, non? Avez-vous déjà eu cette impression glaçante que votre valeur aux yeux de votre propre famille était directement proportionnelle à ce que vous pouviez leur donner, que ce soit votre temps, votre énergie, ou, bien sûr, votre argent? Si vous vous reconnaissez, même un peu, dans ces questions, je veux que vous sachiez une chose, et que vous l'entendiez vraiment, vous n'êtes pas seul. J'ai vécu une grande partie de ma vie en croyant à un mensonge. Le mensonge que si je donnais assez, si j'étais assez gentille, assez silencieuse, assez serviable, un jour, comme par magie, ils finiraient par me voir. Par m'aimer pour qui j'étais, et non pour ce que je faisais pour eux. J'ai appris à la dure, et dans la douleur, que certaines personnes ne changent jamais. Certaines personnes ne savent vous aimer que lorsque vous leur êtes utile. Et certaines relations, si vous ne trouvez pas le courage et la force de vous en extraire, vous consumeront entièrement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous, juste une coquille vide remplie de regrets. La gentillesse ne signifie pas se laisser piétiner sans rien dire. L'amour n'est pas un sacrifice à sens unique. Et la famille, si elle n'existe que lorsque vous payez le prix, ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Et comme pour toute transaction commerciale, vous avez le droit absolu de vous retirer de la table des négociations dès que vous réalisez que vous êtes à perte. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Racontez-moi votre histoire. Le moment, même tout petit, où vous avez choisi de dire non. Le jour où vous avez réalisé que vous n'aviez pas à être la personne la plus utile dans la vie de quelqu'un pour avoir le droit d'y rester. Parce que votre histoire, votre courage, même si vous ne le voyez pas encore, pourrait être la clé qui aidera quelqu'un d'autre, qui lit les commentaires en ce moment même, à trouver la force d'ouvrir la porte de sa propre cage. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » sur cette vidéo si elle a résonné en vous, et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires qui, je l'espère, vous feront vous sentir moins seul et plus fort. Et si personne ne vous l'a jamais dit, si vous n'avez jamais entendu ces mots, alors laissez-moi être la première à vous le dire, droit dans les yeux, à travers cet écran, vous méritez d'être aimé sans avoir à payer pour cela. Vous méritez d'exister sans porter le poids des autres. Et vous avez le droit le plus fondamental, de vous choisir. Aujourd'hui, demain, et tous les jours qui suivent.